des outils structurés pour mener à bien la diffusion de vos annonces jusqu'à l'intégration de votre personnel. Donc les objectifs, c'est de maîtriser les étapes du recrutement hein, pour acquérir une méthodologie qui soit adaptée sur, j'ai ciblé sur deux types de postes, à savoir les assistants dentaires et les secrétaires médicales ou les secrétaires médicaux masculins, de s'approprier des outils pratiques puisque vous pourrez disposer de modèles et de supports qui pourront être transposés directement dans votre quotidien lorsque vous aurez à mener vos recrutements. Et puis, le dernier objectif, c'est aussi de mener ces recrutements dans le but d'avoir une équipe, un collectif de travail qui vous satisfasse, en tout cas qui soit idéal et de sorte à ce qu'ils aient envie de rester dans votre équipe. Donc au sommaire, on abordera donc dans un premier temps la diffusion des offres de recrutement, à la fois l'analyse de vos besoins, la rédaction des annonces, l'utilisation de plusieurs canaux de diffusion, hein, que ce soit les supports traditionnels sur Internet et puis également les supports réseaux sociaux, puisqu'aujourd'hui sont des supports qui sont majoritairement utilisés et qui sont quand même assez recherchés des candidats et des jeunes publics. En deuxième partie, pardon, on verra comment il convient de présélectionner les candidatures à la base, à partir de critères que vous identifierez dans le CV et dans les lettres de motivation, et puis également les différents signaux d'alerte que vous devrez détecter de sorte à éviter d'aller présélectionner des profils qui ne seraient pas adaptés et de perdre du temps en entretien. La partie 3 sera consacrée au cœur du sujet, hein, c'est l'entretien lui-même et puis le processus décisionnel de sélection des candidats. On verra comment est structuré un entretien, quels sont les types de questions que vous pouvez poser avec des exemples, et puis le processus d'évaluation objective des candidats qui se présenteront à vous. Et enfin, la quatrième partie qu'il ne faut pas négliger pour que un recrutement soit réussi, c'est la partie intégration et suivi du candidat qui aura été choisi. Alors, concernant la diffusion de l'offre d'emploi, l'idée pour diffuser une offre d'emploi efficace, c'est d'y consacrer un petit peu de temps en amont de la diffusion. À savoir que vous devrez précisément définir vos besoins, ce que vous recherchez en termes de profil, ce que vous recherchez en termes de compétences, ce que vous recherchez en termes de formation. Ensuite, de rédiger l'annonce en elle-même, et ça, on verra dans le webinaire qu'il y a des méthodologies pour les rédiger, des exemples que je vous soumettrai, de sorte à avoir une annonce qui soit structurée et qui soit efficace pour pouvoir capter l'attention des candidats. Et puis enfin, je vous présenterai plusieurs canaux que vous pourrez utiliser, tout ou partie, pour sélectionner les plateformes les plus adaptées à la diffusion de vos offres d'emploi. Concernant les plateformes qui sont disponibles pour les recruteurs, vous avez d'abord les sites généralistes que vous connaissez tous de nom. Indeed, qui est l'un des sites généralistes les plus utilisés, et au-delà d'être le plus utilisé, c'est pour le coup un des plus efficaces. C'est un site qui touche beaucoup de publics et de toute catégorie, de tout âge. Et puis, vous avez également, on va s'y attarder un peu hein, sur le site Indeed tout à l'heure. Et puis, vous avez traditionnellement France Travail, hein, qui est l'ex-Pôle emploi, qui vous permet aussi, vous, en tant que cabinet dentaire et praticien, de créer un espace employeur pour pouvoir et diffuser des annonces en solo, hein, si vous êtes habile et dextre avec la rédaction, la sélection des profils qui vous auront écrits, ou en accompagnement d'un conseiller France Travail qui peut aussi être une option activable gratuitement.
Concernant les réseaux professionnels. Les réseaux professionnels, c'est les réseaux au sens de ceux qui sont utilisés par tout le monde hein, désormais, même si les jeunes générations en sont plus friandes que les anciennes. LinkedIn fait un peu exception parce que pour le coup, c'est vraiment un réseau professionnel qui est connu de tous. Mais vous avez désormais des sites, des réseaux tels qu'Instagram et Facebook qui sont des bons supports pour aussi également diffuser des annonces. Sur les sites spécialisés, je ne sais pas si vous les utilisez, mais en tout cas, ça vaut quand même le coup d'en sélectionner un ou deux. Après, préférentiellement, ce sera un peu à l'utilisation que vous en verrez la portée. Mais je vais m'attarder sur ces sites et je vous présenterai leurs avantages et leurs limites. Donc, pour en citer quelques-uns, ABC Dentpro, assistantedentaire.com, Dental Emploi. Et puis un dernier canal qui pour le coup est peut-être pas suffisamment utilisé, mais qui quand même peut également porter ses fruits, ce sont les écoles, les centres de formation que vous pouvez aussi solliciter pour envoyer des offres d'emploi, puisque en fait ils gardent des contacts avec les anciens élèves. Ils ont souvent des mail lists qui permettent de diffuser massivement, et puis des annonces qui peuvent ensuite être relayées par les destinataires si eux-mêmes ne sont pas intéressés. Sur les sites de recrutement tels que je vous les ai présentés, donc les sites spécialistes, quand on a un budget limité ou une recherche ciblée, les deux sites assistantedentaire.com et Dynamique Dentaire gratuits. D'accord? Donc, ils sont donc assez correspondants aux besoins des petites structures. Pour une visibilité maximale, je vous le disais tout à l'heure, et j'ai pas d'action chez Indeed, mais vraiment, il propose une diffusion étendue. Il a également des sponsors, enfin des liens avec d'autres plateformes spécialisées. Donc c'est vrai quand on diffuse une annonce sur Indeed, parfois on la retrouve sur d'autres sites dont on n'aurait pas pensé puisqu'on n'a pas diffusé sur ces plateformes, mais il a des ramifications qui permettent vraiment de diffuser largement. Même si cette utilisation d'Indeed, elle est totalement gratuite en première intention, elle peut aussi être sponsorisée de manière payante pour augmenter la visibilité. Il y a également la possibilité d'utiliser la presse spécialisée. Information Dentaire, qui est donc un site internet, permet aussi à la fois une diffusion en ligne et puis une diffusion sur la presse spécialisée, hein, pour ceux qui la lisent. Et pour ce qui est des tarifs dégressifs, quand vous avez beaucoup d'annonces à diffuser, ABC Dent Pro, ben, pour le coup, peut proposer des remises sur l'achat de packs d'annonces. Quand vous avez des recrutements réguliers à faire, c'est une option qui peut être intéressante. On va retrouver ici là le panorama des sites et des prix et de la visibilité. Donc Indeed, je vous le disais, hein, c'est en première intention, c'est gratuit. Ça peut ensuite être payant en déclinaison sur des tarifs au clic sur les annonces. La visibilité, c'est plus de 250 000 visiteurs par jour. Et tout secteur d'activité, hein. Moi, je publie sur Indeed, mais il y a évidemment tout secteur d'activité. Donc, l'avantage, c'est la grande audience. Vous avez aussi des alertes sur les candidatures qui vous sont adressées et l'accès aussi à une CV Tech, donc des gens qui déposent leur profil et que vous pouvez aller consulter si vous avez un petit peu de temps à y consacrer avec des filtres qui vous permettent de filtrer par type d'emploi notamment. Assistantedentaire.com, sur les offres standards, c'est gratuit. Donc en moyenne, 5 à 8 000 visiteurs par mois. Là, par contre, on cible exclusivement les assistantes dentaires. L'avantage, c'est que pour le coup, comme c'est quelque chose de très spécialisé, vous allez avoir un public qui est ultra qualifié. Les gens qui s'y connectent, c'est des gens qui recherchent exclusivement ce type d'emploi. Et ils ont également un lien avec les sites et les groupes Facebook spécialisés. ABC dans Pro, ça fonctionne par prix à l'annonce ou par pack. La visibilité est haute, hein. On a entre 15 et 20 000 profils dentaires qui s'y connectent. Là, pour le coup, c'est tout profil, à la fois les assistants dentaires, les secrétaires, les prothésistes. Et les avantages, ce sont des tarifs dégressifs, des options de mise en avant et puis des alertes
Hop, je suis passée trop vite. Les alertes SMS. Enfin, information dentaire, on a des tarifs à la semaine ou au mois que je vous laisse, dont je vous laisse prendre connaissance. Une diffusion à 28 000 praticiens, donc c'est une visibilité qui est plutôt haute, ciblée sur tout secteur, tout métier du secteur dentaire, avec cette fameuse option de diffusion et sur le site internet et également en diffusion papier et web. La dynamique dentaire, l'offre de base est gratuite, une visibilité moyenne, spécialisée également dans le secteur dentaire. La communauté qui s'y connecte est active, hein. Des liens aussi avec plusieurs réseaux sociaux et puis a priori une interface qui est assez intuitive. Et enfin, le dernier site, alors le dernier, l'un des derniers, hein, mais je vous ai indiqué là les acteurs principaux du marché, Dental Emploi, des tarifs à l'annonce ou par forfait, une visibilité qui est moyenne à haute. Et puis là, on est sur tout métier du dentaire, avec en avantage des candidatures qui sont préfiltrées, la possibilité d'avoir un accompagnement personnalisé et des statistiques détaillées, mais là, ce sont des options de toute façon qui sont payantes. Concernant les réseaux sociaux, alors je ne sais pas si parmi vous, vous les utilisez. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas les négliger. Ça veut dire que c'est pas nécessaire de diffuser sur ces trois réseaux sociaux, mais pour autant de s'en approprier un ou deux, ça peut avoir du sens aujourd'hui. Le site Facebook, le réseau Facebook. Pour le coup, la méthode de diffusion, ça va être de poster sur la page du cabinet dentaire. Ça nécessite d'avoir créé une page, évidemment, mais pour le coup, d'aller faire des posts sur la page du cabinet. Ça permet aussi de faire le lien avec les groupes qui existent, hein, sur cette communauté, et notamment Emploi Dentaire France, hein. Il y a 12 000 membres, hein, sur cette communauté et 8 000 membres sur le groupe Assistante Dentaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que 65% des assistants dentaires consultent Facebook quotidiennement. Donc, ça a quand même un mérite. Et puis, avec maintenant les algorithmes Facebook, les cabinets, même si le candidat ne va pas sur la page de votre cabinet, les algorithmes font qu'à un moment donné, eu égard à ses recherches, ça poussera nécessairement vers le candidat votre page, si ça correspond à ses recherches régulières sur la région notamment. Les conseils d'optimisation, c'est la publication entre 12 heures et 14 heures. Pour le coup, entre 18 heures et 20 heures, hein, ce sont les sorties de bureau et puis la pause méridienne. Le fait d'utiliser des hashtags, mais ça, on le verra peut-être un peu plus loin dans la rédaction des offres destinées à ces réseaux sociaux. Et puis, la possibilité pour optimiser une annonce, d'intégrer des photos de votre équipe. Sur le réseau Instagram, qui est le plus jeune, hein, en termes de communauté d'entre tous, les stories, nous recrutons avec également des posts sur plutôt un format ambiance du cabinet, l'utilisation de hashtags. C'est idéal pour cibler les 20-35 ans, hein, pour cibler les jeunes diplômés. Là, c'est pareil, pour optimiser, l'idée, c'est vraiment d'être sur des formats visuels attrayants, de montrer un environnement de travail qui permette aux candidats de se projeter, de mettre en avant l'équipe, plus que simplement une image du cabinet en lui-même. Et le dernier réseau qui est un réseau professionnel, là pour le coup, ça suppose aussi d'avoir une page créée sur LinkedIn, la page de votre cabinet, et cette page, elle est aussi en lien avec des groupes, hein. Les professionnels du dentaire, c'est 5 000 membres, et la possibilité pour les personnes qui cliquent sur les annonces d'aller diffuser, relayer, partager dans leur réseau professionnel. Donc ce réseau-là, il est privilégié par plutôt les profils expérimentés, plutôt les plus anciens, encore que, et les secrétaires médico-sociaux également. Donc là, on sera, en termes de rédactionnel, à contrario des deux autres réseaux précédents, on sera sur quelque chose de plus complet, de plus détaillé en termes de rédactionnel. Et on va le voir parce qu'on prendra des exemples précis pour chacun des réseaux. Vous verrez la différence de ton et de format qu'il convient d'utiliser. Sur les méthodologies de publication.
Je reprends un peu ce que je disais. Sur Facebook, lorsque vous avez la page de votre cabinet, l'idée quand vous allez publier une annonce, c'est d'aller sur du visuel attractif. Une photo d'équipe, une photo du cabinet, des messages qui se voudront courts et humains, la publication sur une page pro. Sur un profil personnel aussi, si vous avez le souhait de le faire, et également sur des groupes spécialisés. Concernant le média Instagram, là pour le coup, on est soit sur une photo, soit sur une vidéo du cabinet ou de l'équipe. Ça va être des choses qui seront plutôt courtes, avec les infos clés, des hashtags qui permettront petit 1 aux jeunes de s'identifier et aux jeunes profils de s'identifier, et puis également de faciliter le fléchage dans les moteurs de recherche. LinkedIn, on sera sur un ton plutôt professionnel et chaleureux, avec les hashtags, ça c'est de toute façon commun aux trois pour les recherches, pour faciliter les recherches, et puis la possibilité de partager dans l'ensemble des groupes métiers que vous aurez identifiés, que ce soit les groupes d'assistants dentaires, de secrétaires médicales, etc. Donc, pour diffuser une offre optimisée, les conseils que je vous délivre, c'est déjà de détailler clairement les missions que vous souhaitez faire figurer dans votre annonce, clairement et de manière concise. Que ce soit là typiquement la préparation des plateaux, la stérilisation du matériel, l'utilisation de logiciels divers ou éventuellement le fait de faire du secrétariat téléphonique sur les postes de secrétaire, détailler un peu à l'affilée les missions incontournables, c'est-à-dire pas de manière exhaustive, celles que vous voulez que le candidat maîtrise prioritairement et qui seront le quotidien du candidat. Et puis après, tout ce qui est tâches annexes, ça, ce sera abordé soit pendant l'entretien, soit ensuite au moment de l'intégration. Le profil recherché, il faut aussi que vous ayez une idée précise de ce que vous recherchez à la fois en termes de compétences, à la fois en termes de parcours de formation, de profil par rapport à en fait votre typologie d'équipe. On le rédigera aussi, organisé, motivé, prise d'initiative, souriant, ça ce sont des exemples, mais c'est des choses qu'il faudra faire figurer dans l'annonce. Les informations pratiques. Les informations pratiques, c'est un peu tout ce qui a trait au contrat de travail, l'organisation hebdomadaire, le temps de travail du contrat. Est-ce que ce sera du temps partiel? Est-ce que ce sera du temps complet? Si c'est du temps complet, est-ce que c'est sur 4 jours? Est-ce que c'est sur 5 jours? Ça, c'est des choses qu'il faut mentionner parce que si vous vous contentez d'indiquer dans une annonce temps complet CDI, les candidats savent normalement que le temps complet c'est 35 heures par semaine, mais ils vont pas avoir l'idée de savoir s'il y a du travail le week-end ou pas, si c'est organisé sur 4 jours, 5 jours ou plus, s'il y a des coupures éventuellement sur des grosses journées. Ça, c'est des choses qu'il faut mentionner. Pourquoi? Parce que si vous avez des conditions de travail qui sont attractives, ça fera la différence en termes déjà de réponse à annonce par rapport à d'autres cabinets qui feraient des annonces qui seraient un peu plus négligées. Et puis, il faut également que vous ayez la présentation attractive de votre cabinet, sans en faire des tartines, mais au moins mettez en avant les atouts de votre cabinet, que ce soit en termes de locaux, que ce soit en termes de lieux géographiques, avec des parkings à proximité, éventuellement des transports en commun, l'équipe actuelle de combien de praticiens est-elle composée, de combien de collaborateurs est-elle composée. Voilà, une fois que vous aurez couché sur papier ces éléments essentiels, vous allez pouvoir commencer à rédiger l'annonce. En termes d'annonce, là, on va voir dans cet exemple et que j'ai été chercher sur la toile. C'est pas un exemple que j'ai plugué pour le webinaire, mais c'est une offre qui, pour le coup, est vraiment à l'inverse de ce qu'il faut faire. Cette annonce, elle détaille donc un poste d'assistante dentaire qualifiée, un cabinet convivial en plein centre de Lyon, recherche une assistante dentaire, cabinet dentaire recherche assistant. Donc là, on est vraiment sur de la redondance et de la répétition. Notre cabinet moderne, 3 praticiens, 2 assistantes spécialisées en implantologie, recherche une assistante dentaire diplômée. On est à nouveau répétition. Vous assisterez principalement chirurgie implantaire et prothétique.
diplôme exigé, envoyer CV. Bon, là, on est clairement à côté de ce qui convient de diffuser. Et pourtant, ça se pratique et ça se voit. Même si la personne est en recherche, on va dire que là, petit 1, ça donne pas envie. Petit 2, il y a tellement peu d'informations que pour le coup, soit le candidat hésite à répondre, soit il répond pas, ou au mieux s'il répond, ben, vous aurez beaucoup de choses ou de réponses à lui apporter, de sorte à ce que peut-être il maintienne sa candidature ou, à défaut, si ça lui convient pas, il la retire. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui va faire perdre du temps. La même annonce, mais pour le coup, en version révisée, optimisée, plus longue, hein, mais ce qui est logique, plus détaillé. Assistant dentaire qualifié en CDI, cabinet dentaire moderne au Vésinet, idéalement situé, quartier commerçant, 10 minutes à pied du RER A, parking gratuit à proximité, recherche une assistante dentaire en omnipratique et chirurgie implantaire. L'équipe du cabinet est actuellement constituée des 2 chirurgiens dentistes et d'une assistante. Les jours travaillés sont les lundis, mardis, jeudis, 9h à 19h, ainsi que 3 vendredis sur 4. On est vraiment sur, pour le coup, le détail précis, mais c'est important. Vos missions, donc là, toutes les missions sont détaillées, en tout cas les principales sont détaillées de manière didactique, hein, des points suffisent. Et ensuite, on précise le profil recherché et les informations complémentaires, à savoir que là, on est sur un CDI et on précise ici que c'est 33 heures par semaine. Sur 4 jours, on l'aura compris puisque c'était détaillé un tout petit peu avant. Pour candidater, merci d'adresser CV, lettre de motivation par mail et là, vous précisez l'adresse. On est sur quelque chose de précis. Disons que le candidat qui postule, il sait exactement ce sur quoi il postule. Déjà, on va dire qu'il aura la réponse à ses principales questions en termes de contrat, d'organisation de travail, d'organisation personnelle, puisqu'aujourd'hui, je pense que vous l'avez tous remarqué, hein, on a des gens qui sont très bien au travail, mais qui aiment aussi beaucoup consacrer du temps à leur vie personnelle, à leurs loisirs, et c'est normal. Donc, on essaye de leur donner le plus de renseignements en amont. Donc, en synthèse, hein, que votre diffusion d'annonce soit efficace, votre rédaction d'annonce soit efficace, en tout cas. Le son, Aurélie, c'est passé en muet. Hop, pardonnez-moi, C'est petit bon, bug c'est technique. revenu. Du coup, voilà. Là, vous m'entendez bien? Oui, Allô, allô? c'est bon, ça C'est bon. marche. Oui, oui, Ok, c'est bon, ça super, marche. parfait. Donc, les éléments à inclure donc, dans votre annonce, le titre précis du poste, le type de contrat, donc CDI, CDD, hein, les horaires de travail, les missions principales que vous détaillerez donc de manière didactique, l'environnement de travail et le profil recherché. Sur les conseils de rédaction que je peux vous donner, faites des phrases concises, des paragraphes courts, hein, on n'est pas là sur du rédactionnel pur. Utilisez plutôt les verbes d'action qui sont quand même plutôt engageants. Les avantages distinctifs, si vous en possédez. Je dis si vous en possédez, c'est-à-dire que les avantages distinctifs, un 4 jours de travail par semaine, c'est un avantage distinctif, mais il peut y avoir des tickets restaurants, il peut y avoir des chèques vacances, il peut y avoir tout autre avantage distinctif qui feront la différence peut-être par rapport à d'autres employeurs. La touche personnelle qui sera la vôtre, on le verra surtout cette touche personnelle sur les diffusions d'annonces sur les réseaux sociaux et également les coordonnées pour candidater qui doivent être claires. Voilà. N'hésitez pas à personnaliser votre annonce en précisant, en faisant un petit descriptif du cabinet, de l'ambiance, des valeurs, de l'esprit, tout ce qui peut humaniser un petit peu l'annonce que vous allez diffuser. On va voir maintenant les exemples d'offres qui peuvent être diffusées sur les réseaux sociaux en reprenant l'exemple de l'annonce là qu'on vient de voir, enfin, le post au Vésinet, qui sera décliné avec des tons adaptés à chaque réseau social. Puisque chaque réseau social a son ton particulier et sa présentation particulière. L'exemple Facebook.
On est, je vous le disais, sur un ton accessible et humain, avec la structure de l'annonce qui sera la suivante. Nous recrutons une ou un assistant dentaire qualifié en CDI, cabinet moderne situé au Vésiné, à 10 minutes du RER A, parking gratuit à proximité. Là, n'hésitez pas à utiliser les emojis qui attirent l'œil et puis qui sont surtout clairement les codes de tous ces réseaux sociaux. Rejoignez une petite équipe soudée composée de 2 chirurgiens dentistes et d'une assistante. Les informations clés que vous préciserez, donc le poste en omnipratique et en chirurgie implantaire, les horaires précisés avec les emojis, le profil, et ensuite l'appel à l'action en demandant au candidat d'envoyer CV, lettre de motivation. Le lancement ou la petite phrase d'accroche, partagez si vous connaissez une perle rare dans le domaine et tous les hashtags qui vous permettront que l'annonce soit la plus visible possible sur ce réseau social. La même déclinaison de l'annonce sur Insta. Pour le coup, on recommande le visuel, une photo de l'équipe, du cabinet, mais plutôt en ambiance naturelle et chaleureuse. Évitez la photo de l'accueil du cabinet ou d'une des salles du cabinet sans personne, parce que pour le coup, c'est pas très chaleureux. Vous pouvez également faire une story avec un texte en surimpression. Si vous n'êtes pas complètement tous rompus à ces techniques-là, faites comme moi, demandez à votre ado si vous en avez un ou à un jeune de votre entourage de le faire parce qu'ils le font très bien et surtout très vite. En tout cas, donnez-leur quand même la structure de l'annonce à diffuser. Rejoignez notre équipe, un cabinet dentaire moderne situé au Vésiné. Recrute une assistante dentaire qualifiée en CDI. Les informations clés, on les retrouve là, même si c'est sans les horaires. Et puis, on précise le ton un peu humoristique. On recherche quelqu'un de motivé, organisé et toujours souriant. On précise la localisation et on fait un appel à l'action pour l'envoi des candidatures avec un renvoi pour ceux qui souhaitent en mettre un peu plus, le renvoi vers plus d'informations dans le lien en bio si vous mettez un lien en bio. Le ton LinkedIn. Là, on est sur quelque chose de plus professionnel, de plus informatif. Le cabinet dentaire, et on peut citer donc le nom du cabinet, recrute. On recherche donc une assistante pour un CDI 33 heures sur 4 jours dans un cabinet moderne, dynamique, spécialisé en omnipratique et chirurgie implantaire. On précise la composition de l'équipe. Et là, dans les informations, on va mettre les missions, ce qu'on n'a pas mis sur les 2 précédents réseaux parce qu'on est là sur quelque chose de plus détaillé. Le profil recherché, la localisation, l'appel à l'action qu'on retrouve qui est similaire, et puis l'appel aussi au partage dans les réseaux professionnels, si vous connaissez une assistante dentaire en recherche, avec les fameux hashtags. Voilà, on en est arrivé à la fin de la première partie. Est-ce que vous avez des questions? Pour moi, cette première partie, elle a été très claire. Sur le chat, il n'y a pas eu de questions jusque-là. Les choses se sont enchaînées facilement. Parfait. N'hésitez pas si vous avez des questions. S'il n'y en a pas, on continue. Si vous êtes OK, a priori, il n'y a personne qui demande à prendre la Allez, parole, la main ou pose des questions. Donc, je pense qu'on peut continuer, hein. alors on continue. Donc la partie 2, c'est la présélection des candidatures. Là, on va s'attarder à voir quels sont les critères qui permettent de sélectionner des candidatures, l'identification de signaux qui peuvent vous alerter sur des candidatures qui seraient euh, moins qualitatives, en tout cas qui vous feraient peut-être perdre un peu de temps. Et puis, on verra quelles sont les techniques de tri de ces candidatures pour que justement vous puissiez déterminer un nombre de candidats en shortlist que vous allez recevoir ensuite en entretien. Donc la première partie qui est essentielle et fondamentale, c'est l'analyse du CV. Sur le CV, vous allez aller rechercher en première intention la formation. Donc la formation, ça va être le diplôme qui est possédé par le candidat, soit le titre d'assistant dentaire, soit le BTS, soit selon le diplôme de secrétaire médical. Mais en tout cas, je vous invite à privilégier les candidats
en tout cas dans le secrétariat notamment, puisque pour l'assistant dentaire, c'est obligatoire, mais sur le secrétariat, d'aller chercher vraiment des secrétaires médicales. Et puis, l'expérience, c'est-à-dire que vous pouvez vous lancer dans le recrutement de débutants, c'est bien parce que pour le coup, il faut laisser la chance aux jeunes, mais si vous avez un équilibre fragile et que vous souhaitez réellement doter votre cabinet de quelqu'un d'expérimenté, allez chercher quand même l'expérience de 2 ans minimum en cabinet dentaire. Dans l'analyse du CV, vous allez aussi vous attacher à vérifier les périodes d'emploi qui ont été mentionnées par le candidat. Il est vrai que les périodes d'inactivité qui sont supérieures à 6 mois, ça peut interroger quand même de nos jours, alors indépendamment des femmes et des périodes de grossesse. Les périodes d'inactivité supérieures à 6 mois, ça ne veut pas dire qu'il faut écarter le CV du candidat, mais pour autant, c'est des choses qui mériteront d'être creusées en entretien. Et puis, sur la partie complémentaire à la formation et au diplôme, il peut y avoir également des certifications qui seront mises en avant par les candidats et qui peuvent, déjà à ce stade de la candidature, créer des choses différenciantes hein, pour ceux qui mettraient en avant des formations en stérilisation, en radiologie notamment. Ce sont des atouts des candidats si ils ont pensé à le préciser sur leur CV, ce qui est généralement le cas. Concernant la lettre de motivation. Alors, la lettre de motivation, aujourd'hui, c'est un sujet, c'est un sujet qui pose question parce que tout le monde enfin tout le monde, en tout cas beaucoup, ont aujourd'hui recours à l'IA pour rédiger des lettres de motivation. Pour autant, il faut quand même privilégier, de mon point de vue, les candidats qui envoient un CV et qui se donnent la peine de rédiger une lettre de motivation et même de faire rédiger, si c'est par l'IA, une lettre de motivation. Pourquoi? Parce qu'il aura quand même pris le temps, même court, d'aller adapter cette lettre de motivation par rapport à l'annonce que vous avez diffusée, ce qui prouve déjà un intérêt du candidat pour le poste. Il aura pris le temps normalement de structurer également. Il aura éventuellement mentionné les logiciels qu'il maîtrise si toutefois il n'a pas pu le faire dans le CV, éventuellement les enjeux du secteur qui est le vôtre, et puis en complément, exprimer une motivation pour le poste, pour le secteur, pour votre cabinet, chose qu'il ne peut pas faire dans un CV. Donc il est vrai que moi j'attache quand même une importance à la lettre de motivation adjointe au CV. Aujourd'hui, n'attendez plus des candidats qui fassent des lettres manuscrites, hein, ça c'est définitivement old school. Et puis au-delà d'être old school, il est vrai qu'on n'en tire pas grand-chose quand on n'a pas fait d'études de graphologie. Les signaux d'alerte. Alors les signaux d'alerte, euh, l'un des principaux signaux d'alerte, et ça c'est pour le coup quelque chose auquel j'attache de l'importance, à laquelle j'attache de l'importance, c'est le parcours fragmenté. Quand les personnes changent régulièrement d'emploi, restent peu de temps en poste, alors quand je dis peu de temps, c'est qu'ils changent tous les 2 ans ou moins. On peut se dire que la personne, elle est pas forcément très stable. On peut voir qu'il n'y a pas de progression logique dans les postes occupés, qu'il peut y avoir, ça peut dénoter de difficultés d'adaptation. C'est vrai que c'est des CV que je peux avoir tendance à écarter. Pas uniquement sur le parcours fragmenté, hein, il faut aussi qu'il y ait des choses qui me séduisent un peu moins dans le CV, mais en tout cas, j'y prête attention. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les périodes inexpliquées. Quand on a beaucoup de trous qui sont supérieurs à 6 mois, c'est pareil, ça mérite question. Les incohérences, parfois, on trouve des incohérences entre le CV et la lettre de motivation. Alors, de deux choses l'une, soit la lettre de motivation, elle a été pompée et pour le coup, le candidat n'a pas pris le soin de l'adapter par rapport à son parcours. Ou alors, si c'est vraiment incohérent, avec des diplômes ou des informations manquantes, c'est pareil, on peut se dire que c'est à mettre de côté. Et puis également sur la présentation, des personnes qui vous adresseraient des CV qui sont mal présentés, mal structurés, qui sont pas toujours alignés. C'est peut-être un peu moins problématique pour un assistant dentaire. Ça l'est plus pour une secrétaire médicale qui normalement est censée maîtriser tout ce qui est bureautique.
Si on s'intéresse là sur l'analyse type d'un CV d'assistant dentaire ou de secrétaire médical, qu'est-ce qui va être différenciant pour l'employabilité dans ces deux professions? Sur le profil d'assistant dentaire, le profil idéal, en tout cas celui que vous vous attacherez à rechercher, c'est celui qui possède déjà une formation certifiée, hein, qui soit un diplôme, soit une formation complète qui est reconnue par la profession. L'expérience pertinente de 2 ans minimum, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Après, ne vous arrêtez pas à ça, hein. Si vous avez envie d'un jeune diplômé ou de quelqu'un de moins expérimenté, ce que je vous dis est pas, est pas forcément impératif, mais en tout cas, c'est un conseil quand vous avez envie déjà d'avoir quelqu'un qui est un peu mature professionnellement. La maîtrise technique, pour le coup, à vous de définir les types de logiciels qu'il devra maîtriser, mais ça, c'est important que la personne le possède avant d'arriver sur votre poste. Si on résume les 15 points clés que vous devrez évaluer pour un poste d'assistante dentaire, ça va être d'abord toutes les connaissances techniques, et ça, vous allez les évaluer pendant l'entretien. Elles sont citées de manière non exhaustive. Également, les compétences opérationnelles, ça aussi, c'est des choses que vous allez aborder pendant l'entretien. Et puis après, bah, les aptitudes administratives qui sont plus ou moins importantes et recherchées selon le poste d'assistant dentaire que vous proposez. Le mauvais profil d'assistant dentaire, c'est celui qui n'a pas de diplôme spécifique, ou alors qui aurait commencé une formation mais qui ne l'aurait pas terminée, qui aurait une formation générique mais qui n'est pas ciblée assistant dentaire, une expérience qui ne serait pas pertinente, c'est-à-dire une expérience sans lien avec votre secteur d'activité, et puis ben, des compétences qui seraient un peu vagues ou un peu imprécises sur les aspects de savoir-faire technique. Pour la secrétaire médicale, les compétences essentielles, c'est la gestion administrative, savoir organiser les agendas, les plannings des praticiens, maîtriser les logiciels qui sont les vôtres. Même si la personne ne maîtrise pas le logiciel que vous utilisez, ça c'est pas très grave et c'est pas rédhibitoire parce que pour le coup, les éditeurs de logiciels maintenant organisent facilement, gratuitement la plupart du temps, bah, des formations au logiciel métier, de sorte à ce que la personne soit rapidement opérationnelle. Dans les compétences, le traitement des dossiers, bien sûr, médicaux, la facturation, le lien avec les mutuelles, la sécu, la notion d'accueil des patients d'ailleurs qui est essentielle, hein, c'est presque celle qu'on aurait pu mettre en premier, que la communication soit professionnelle, à la fois physique et puis également au téléphone. Soyez attachés aussi et vérifiez-le quand même, l'orthographe, hein, pour ces types de postes-là, c'est incontournable. Alors vous allez me dire, sur la lettre de motivation, a priori, il n'y en aura pas, hein, si la personne a pris le temps de le faire relire ou si elle l'a passé par un logiciel d'IA. Ça ne vous prive pas, vous, pendant l'entretien, de faire un petit test de dictée professionnelle, bien sûr, de sorte à vérifier si il n'y a pas de faute d'orthographe, parce que c'est du temps que vous gagnerez si vous n'avez pas repassé derrière. Et puis au-delà de ça, c'est quand même l'image de votre cabinet. Et puis en dernière compétence essentielle, bien sûr, l'éthique professionnelle, le respect du secret médical, la discrétion, la confidentialité dans les échanges, que ce soit dans les échanges informatiques ou en direct avec les patients. Le profil idéal de la secrétaire médicale. Elle a une formation, ou il a une formation validée, hein, un titre qui serait enregistré au répertoire national de secrétaire médical, qui, pour le coup, va vous assurer du socle de compétences, en tout cas de connaissances. L'expérience significative, toujours de 2 ans, je ne reviens pas dessus. Les compétences techniques, l'excellente maîtrise des logiciels médicaux et de la terminologie du secteur. Et puis enfin, les qualités relationnelles, le sens de l'accueil, la discrétion et l'organisation et le sens de l'organisation. Le mauvais profil.
Ça va être le profil qui n'aura pas forcément la formation adaptée, hein, qui aurait un titre de secrétaire, mais généraliste, hein, qui n'aurait pas, pour le coup, un lien directement avec le secteur médical, avec le secteur de la santé. Le manque de connaissances en terminologie médicale et dans les procédures spécifiques, qui n'aurait pas un parcours cohérent en termes d'expérience, qui aurait pu avoir débuté sa carrière sur un parcours administratif, qui n'aurait pas forcément de contact avec les patients, qui ne connaît pas l'environnement médical, qui n'aurait pas géré les relations avec la mutuelle, la sécu, etc. Et puis qui pourrait faire preuve de compétences insuffisantes, à savoir une méconnaissance des logiciels, une méconnaissance des aspects de confidentialité, etc. Donc, sur les évaluations des compétences techniques. Pour les assistants dentaires, je voulais préciser, hein, il y a 15 points clés techniques à évaluer. Entre autres, évidemment, c'est à titre d'exemple, vous pouvez en évaluer davantage. Les secrétaires médicales, vous allez faire quand même un focus sur les compétences administratives essentielles. Et puis après, pour les deux professions, la maîtrise des logiciels et puis les dossiers patients et notamment pour la secrétaire médicale, l'expérience en gestion des tiers payants. En conclusion, pour vous recruteurs, attachez-vous à vérifier qu'un CV comporte la formation spécialisée, les diplômes, les certifications qui sont adaptées au secteur médical, l'expérience ciblée, le parcours du candidat. Hein, est-ce que c'est bien un parcours qui est cohérent et qui est pertinent par rapport à votre secteur? Les compétences techniques et puis les savoir-être professionnels, hein. Les compétences techniques, on est vraiment sur les savoir-faire. Le savoir-être professionnel, aujourd'hui, il est presque aussi important que le savoir-faire technique, hein. En général, on évalue à 50-50 la dimension savoir-faire et savoir-être. Pour ensuite pouvoir déjà faire un premier tri des CV que vous allez recevoir, des candidatures qui vont vous être adressées. Moi, je vous conseille une méthode de scoring que vous pouvez facilement vous approprier et qui est la suivante. Vous allez prendre les trois dimensions du CV de la lettre de motivation pour faire une notation sur 100 points. Le parcours formation, vous évaluez, vous notez un score sur 40. L'expérience sur 30, la motivation sur 30. Après, vous le pondérez comme vous voulez, hein, si vous estimez que l'expérience est à valoriser davantage, mais en tout cas, faites un scoring sur 100 points. Ensuite, vous pouvez aller bonusser ce score si le candidat a mentionné des compétences spécifiques qu'il aurait pu développer ou acquérir par des certifications à la stérilisation, à la radiologie notamment, sur les secrétaires médicales, que sais-je, à la frappe de compte rendu, bien que normalement ça fait partie désormais de leurs compétences initiales. Mais en tout cas, tout ce qui vous semblera à vous être un petit plus par rapport à d'autres, allez donner des bonus de 5 à 10 points. Et à contrario, sur les signaux d'alerte qu'on a identifiés, pour le coup, vous pourrez maluser la notation entre 5 et 15 points en fonction des signaux que vous aurez identifiés. Après, ça permet du coup d'établir un score et puis de se dire que vous avez déterminé un seuil que vous pouvez fixer par exemple à 65 points pour dire, voilà, en dessous de 65 points, le candidat ne participera pas à l'entretien. En tout cas, je ne convoquerai pas un entretien. Au-delà, ça vaut le coup de recevoir la personne. Comme ça vous permet déjà d'avoir un premier tri objectif et puis de ne pas perdre trop de temps à recevoir des candidats en entretien. Une fois que vous avez fait ce score, vous pouvez encore aller un petit peu plus loin, à savoir que vous allez constituer un premier groupe, le groupe A. Toutes les personnes qui auront un score supérieur à 80, ils seront prioritaires pour passer un entretien. Sur le deuxième groupe, éventuellement en deuxième intention, vous pourriez les convoquer pour les recevoir et avoir une double vérification de tout ce qu'ils ont pu indiquer sur leur CV. Et puis le groupe C, bon, concrètement, ne perdez pas votre temps et puis laissez plutôt ces candidatures de côté.
Voilà, je m'interromps pour la partie 3. Est-ce que j'ai des questions? Pas plus, a priori, je regarde le chat. Non, J'allais dire, ça avait l'air, enfin, pour moi pareil, c'était assez clair. Euh, d'accord. Euh, euh, j'ai pas de. Ouais, Ah, Béatrice, vas-y, oui, on te voit faire coucou. j'ai une dame qui agite la main. c'est moi. Alors, Bonsoir. Je voulais Bonsoir. savoir si en prévision, donc là on est à l'étape de lecture des CV, si une fois qu'on a scoré, on en retient deux, trois et qu'on les contacte, est-ce que on a le droit juridiquement de dire, lorsqu'on va fixer un rendez-vous, est-ce que vous pouvez m'amener votre diplôme? Oui, tout à fait. C'est des choses que vous pouvez demander à l'étape de l'entretien. Parce que Parce que, de toute oui, parce que tant qu'à faire, si elle l'a pas et qu'elle a menti, c'est pas la peine de passer du temps, quoi. Tout à fait, mais de toute façon, oui, vous avez bien sûr le droit de le faire parce que pour le coup, quand vous serez à l'étape suivante, c'est-à-dire à l'étape où vous ferez une promesse d'embauche, vous serez de toute façon amené à lui demander. Donc, effectivement, c'est requis de le demander. Après, peu importe la temporalité, mais vous pouvez tout à fait demander au candidat quand vous envoyez soit le petit mail de confirmation d'entretien ou par téléphone, tout simplement, de se munir de son diplôme. Tout à fait. D'accord. Merci. Pas d'obstacle juridique. elle aussi qui a levé la main. Ouais, vous Oui. pouvez y Oui, aller. bonjour. Je voudrais savoir par rapport à votre présentation, qu'en est-il pour les candidates ou candidats qui ne sont pas diplômés? Parce que comme avec les écoles de formation, on a pas mal de possibilités de formation. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ceux qui ne sont pas diplômés, mais que vous voudriez embaucher juste après leur diplomation, ou ceux qui sont en cursus de formation et que vous voudriez prendre en apprentissage, Oui, ou... Oui, c'est en ça. apprentissage, oui, c'est ça. Alors, pour le coup, ce que je disais en préambule, c'est que si vous avez envie d'accompagner un jeune dans sa formation, de le former un peu à votre main, c'est pas péjoratif ce que je dis, vous pouvez le faire et financer la formation parce que c'est souvent associé, hein. Vous êtes sur un contrat d'apprentissage, donc vous versez un salaire qui est certes minoré par rapport à l'âge et au niveau de diplôme. Le risque que vous encourez, pour le coup, c'est un risque à prendre, mais le risque que vous encourez, c'est qu'une fois la personne diplômée, elle vous quitte et elle aille travailler ailleurs. Mhm. Elle n'a pas d'obligation de vous rendre, entre guillemets, les fameuses clauses de dédiformation. Elle n'a pas l'obligation de vous rendre le temps que vous avez financé son parcours. D'accord. Et vous en pensez quoi au niveau plus-value pour fidéliser quelqu'un à long terme? Il vaut mieux quelqu'un qui ait de l'expérience, qui soit motivé ou quelqu'un qu'on forme à notre sauce et qui soit vraiment dans la philosophie du cabinet? J'ai rencontré les deux cas de figure. J'ai eu des vrais succès sur des apprentissages, comme j'ai eu des grandes déceptions. Et pour le coup, j'ai eu quand même des gens qui, en entretien, sur le CV, présentaient très bien. Et finalement, ben, dans les faits, pour le coup, la période d'essai passée était assez déceptif. Tout comme des gens qui, bah, pour le coup, étaient vraiment motivés. En fait, ça, c'est un peu vous qui le ressentez. Ce qui est vrai, c'est que quand on prend le temps de former quelqu'un, de créer des liens, normalement, quelqu'un qui est un peu loyal, bah, il va rendre l'ascenseur. Mais bon, avec les jeunes générations, c'est vrai que parfois on a des surprises. Ok, En merci. fait, j'ai envie de dire, si vous avez une équipe solide, des gens sur lesquels déjà vous pouvez vous reposer, de prendre un apprenti, de le former à votre main, d'y consacrer du temps, de l'énergie, bah, au mieux, c'est quand même l'objectif, il reste chez vous, vous en êtes satisfait. Et bon, pour le coup, tout le monde est gagnant. Au pire, il quitte la structure, mais vous avez encore votre équipe en place qui pourra vous seconder. Si vous êtes une toute petite structure et que ça ne repose que sur une personne, c'est risqué. Ok, merci. Question dans le chat. Je ne sais pas si Aurélie, tu la Oui, vois. alors, je vais juste déplacer mon ordinateur. Voilà. En général, les compétences de secrétariat sont demandées également aux assistants dentaires, aux autres confrères. Vous avez un secrétaire dédié ou votre assistante est multitâche. Ah, donc ça, c'est pas une question pour moi. Et après, c'est est-ce qu'on peut appeler les anciens employeurs sur le CV? Oui, Sur l'autre, je verrai.
Oui, alors on peut appeler et puis ça va faire partie de la troisième partie là qu'on va détailler sur les fameux contrôles de référence. On va en parler. Sur la partie d'avant, je dirais que c'est cabinet et structure dépendante. En fait, dans les cabinets, les petites structures, effectivement, la secrétaire a tendance à être multitâche. Plus la structure va s'étoffer et avoir des besoins, plus la présence d'une secrétaire dédiée aux tâches administratives peut se faire ressentir dans certains cabinets. Donc là, il n'y a pas de réponse standardisée. Ça dépend vraiment de l'équipe du cabinet et des besoins administratifs qui sont gérés. Mais l'assistante, elle peut pas être à la fois à enfin, on peut pas demander des exigences poussées à tous les postes à une personne unique. Ça, c'est une évidence. Je sais pas si ça répond à votre question, Karim, mais voilà, c'est l'expérience qu'on peut avoir en retour. Je ne sais pas si sur ce sujet, sur cette partie 2, il y a d'autres questions ou si on peut enchaîner. Je vois plus rien dans le chat, a priori, il n'y a pas d'autres mains levées, donc je pense qu'on peut continuer sur la partie 3. Allez, on enchaîne. Donc la partie 3, on rentre pour le coup un peu dans le cœur du sujet, c'est l'entretien. Et puis ensuite, la sélection après la phase d'entretien. Donc là, on va voir comment se structure un entretien, les différentes questions que vous pouvez être amené à poser. C'est des choses, pour le coup, que vous pourrez réutiliser. Et ensuite, l'évaluation des candidats une fois que vous aurez finalisé la phase d'entretien. Donc un entretien, ça se prépare. Et pour préparer un entretien, vous devez d'abord avoir votre structure. Il y a un certain nombre d'étapes à suivre et à respecter. On va les détailler, qui vous permettront de vous-même vous cadrer et puis d'avancer sereinement sur l'entretien et surtout d'avoir la même grille d'entretien et la même structure d'entretien pour tous les candidats. Donc, en gros, procéder de la même façon, poser les mêmes questions et comme ça, vous pourrez vraiment, sur la phase d'évaluation objective, comparer des choses qui sont comparables. Donc, les questions personnalisées, on le verra en fonction du profil du candidat, du profil de poste recherché. Les mises en situation qui feront partie aussi de la préparation de l'entretien et du déroulé de l'entretien. Et puis, ne perdez pas de vue aussi que un entretien, vous devez vous fixer des objectifs, c'est-à-dire que c'est pas juste une discussion. Vous devrez récupérer des informations, évaluer un candidat, mettre en situation un candidat pour que vous puissiez obtenir toutes les informations qui vous permettront de prendre ensuite votre décision. Le guide d'entretien, là, c'est un peu schématique en termes de time, enfin oui, de timing, mais pour le coup, c'est des phases qui sont essentielles. Sur la phase d'accueil du candidat, on passe à peu près 5 minutes à présenter le cabinet et puis présenter le déroulement de l'entretien. On va revenir sur chacune des étapes, hein. Là, je passe rapidement. On passera à peu près 15 minutes sur le parcours du candidat, on posera des questions sur l'expérience, les compétences, la formation. On abordera la motivation et la personnalité du candidat pendant également une quinzaine de minutes, hein. Là, on sera plutôt sur l'exploration des valeurs, des comportements du professionnel. Vous pouvez ensuite, et je vous invite à faire d'ailleurs des mises en situation, hein, une ou plusieurs, mais sur à peu près 10 minutes. Ensuite, on laisse la parole au candidat qui peut avoir des questions à vous poser. Et ensuite, on conclut l'entretien. Donc là, tel que vous le voyez, un entretien, en moyenne, c'est 1 heure. Un entretien où le candidat a beaucoup de choses à dire et vous avez beaucoup de questions à poser, ça peut aller jusqu'à 1h30, 2 heures, hein, selon les niveaux de poste. Mais on va dire que sur les postes d'assistant dentaire, secrétaire médical, on est à peu près sur un format 1 heure. Sur la phase d'accueil. L'accueil, même si vous allez y consacrer peu de temps, il faut que vous ayez pris le temps, le soin de réunir des conditions matérielles qui soient favorables. L'idée, c'est de chercher un lieu, alors agréable et décontracté. Le canapé, c'est peut-être un peu à l'extrême, mais en tout cas, un bureau dont vous serez sûr que vous serez au calme, pas dérangé ni par des collaborateurs, ni par des coups de fil intempestifs, pour que vraiment ce soit un temps qui soit exclusivement consacré à l'échange. La présentation, donc vous vous présenterez bien sûr.
à la fois votre fonction, mais surtout votre rôle dans le processus de recrutement. Est-ce que vous êtes seul décisionnaire? Est-ce que c'est un premier entretien avec vous et il y aura d'autres entretiens à venir? La mise en confiance est importante aussi, hein. Vous pouvez proposer un café, un verre d'eau, que sais-je. Et puis, donner aussi sur cette phase d'accueil l'information sur le déroulement de l'entretien, la durée et puis les étapes suivantes du processus. On va ensuite rentrer dans la phase questionnement. Donc, le questionnement, il va porter sur le parcours du candidat, mais à la fois sa formation. Quelle formation est-ce qu'il a suivi? Pourquoi est-ce qu'il a suivi cette formation? Qu'est-ce qui lui a donné envie de choisir cette filière? Qu'est-ce qu'il a aimé pendant ses études? Qu'est-ce qu'il a moins apprécié? Et comment aujourd'hui il applique concrètement des acquis théoriques qu'il a pu avoir pendant son parcours de formation. Sur l'expérience professionnelle, attachez-vous à faire parler le candidat sur ses plus récentes expériences, parce que certains candidats ont fait beaucoup de choses, ils travaillent depuis longtemps. L'idée, c'est pas qu'il vous déroule son parcours de manière chronologique, parce que ça n'a pas trop d'intérêt, et puis surtout, ça va durer longtemps, mais que le candidat vous parle de ses derniers postes, des missions principales. Interrogez-le sur justement ce qui lui plaisait le plus dans son quotidien, sur les logiciels qu'il utilisait, sur les relations qu'il pouvait avoir avec à la fois les praticiens, les collègues, les patients. Et puis, sur la dimension motivation, posez-lui la question de comment il a trouvé ses précédents postes, pourquoi est-ce qu'il avait choisi les cabinets dans lesquels il a travaillé, pourquoi il a quitté ses postes. Ça, c'est important. Quand vous voyez des dates sur un CV, par exemple 2021-2024, n'hésitez pas à poser la question de, si c'est pas indiqué bien sûr, vous étiez en CDI ou vous étiez en CDD. Bon, 2021-2024, on peut se douter que c'était un CDI, mais 2020-2021, quand il y a des années comme ça, mais il n'y a pas beaucoup de mois, où il n'y a pas les mois de préciser, demandez-lui c'était quelle période exactement, parce que bon, 2020-2021, ça peut être décembre 2020 jusqu'à janvier 2021, pour le coup, une expérience très courte. Demandez-lui si c'était, donc je vous le disais, un CDI ou un CDD, parce que si c'était un CDD, demandez-lui spontanément, vous étiez sur un remplacement. Si c'était un CDI, pourquoi est-ce que vous êtes parti? Dans quelles conditions vous êtes parti? Bon, après, celui qui vous dit, écoutez, moi j'ai démissionné parce qu'on m'a fait, voilà, j'ai déménagé, ou j'ai démissionné parce que j'ai trouvé un poste dont l'émission était plus intéressante, ok, dont acte. Celui qui vous dit qu'il a négocié une rupture relationnelle, une rupture, pardon, conventionnelle, parce que pour le coup, les relations étaient devenues tendues. Ça interroge, en tout cas, c'est des choses qu'il faudra un peu éclaircir justement lors du contrôle de référence auprès de cet employeur. Sur la motivation, la personnalité, là, je vous ai donné des exemples de questions que vous pouvez poser pour explorer les valeurs professionnelles, les aspirations, la dynamique d'équipe, les projets, les défis, l'expérience du changement, la gestion du stress. Tout ça, c'est des questions que vous vous approprierez. Il n'y a pas besoin de poser toutes les questions. Prenez celles qui vous parlent le plus. Si vous en avez des fétiches, continuez à les poser. Mais en tout cas, ça vous donne d'autres éléments qui sont moins factuels qu'un diplôme, qu'une expérience, mais qui sont tout aussi intéressants pour comprendre la motivation et la personnalité du candidat. À titre personnel, moi, il y a une question que j'aime beaucoup poser, c'est justement de savoir comment la personne réagit en situation de stress. Ça vous donne quand même un éclairage sur le comportement du candidat. Sur les questions comportementales les plus efficaces, je vous ai donné des exemples par rapport au travail d'équipe. Décrivez une situation, vous avez dû gérer un désaccord avec un collègue sur un protocole, mais ça peut être aussi un désaccord sur une pause de congé, par exemple. La gestion du stress, racontez-moi un moment, vous avez dû gérer simultanément un patient mécontent, une urgence dentaire, des appels téléphoniques.
N'hésitez pas à interroger sur ça. L'initiative, hein, si toutefois vous recherchez quelqu'un qui sera force de proposition, et les relations patients, comment est-ce que vous mettez à l'aise les patients qui sont phobiques du dentiste, hein, puisque ça existe, on le sait tous, ou bah, tout simplement gérer un patient qui est mécontent de la facturation, qui est mécontent du temps d'attente. Ça, c'est des choses que vous pouvez vous approprier. Hop, je vais trop vite. Les questions à éviter en entretien. Alors, toutes les questions personnelles sur la situation familiale, les projets d'enfants, la vie privée, ça, c'est des choses qu'il faut effectivement éviter parce que ça peut laisser penser au candidat que sa candidature serait écartée au motif qu'il n'a pas de solution pour sa garde d'enfants, qu'il est divorcé, etc., etc. Il y a d'ailleurs il y a 25 critères de discrimination hein, qui sont interdits par la loi. Alors, certains sont très proches les uns des autres, mais enfin, je vous les ai indiqués parce que je me dois de le faire. Mais à titre principal, tout ce qui concerne l'âge, l'origine, la religion, l'orientation sexuelle ou la santé sont évidemment des questions discriminatoires. Même si on peut avoir tendance à poser la question, la personne qui a 2 enfants le mentionne sur le CV, la personne qui est célibataire le mentionne souvent sur le CV. En tout cas, vous ne pouvez pas poser la question. Bien souvent, les candidats, s'ils ne le mentionnent pas sur le CV, ils vous en parlent en entretien. En tout cas, les alternatives, c'est de se concentrer sur les compétences, l'expérience et la disponibilité sur le poste. La disponibilité peut vous donner des indications justement sur les possibilités de garde d'enfants, etc. Si vous demandez au candidat d'avoir une disponibilité fréquente pour faire des heures supplémentaires au-delà de 18 heures, le candidat qui recherchera strictement un temps de travail avec des horaires de bureau parce qu'il a des contraintes familiales, vous le dira. Bah, écoutez, moi, pour le coup, je suis pas sûre de pouvoir régulièrement faire des heures supplémentaires parce que j'ai 2 enfants à les récupérer à l'école. Dont acte, hein, c'est pas du tout un problème en soi, c'est simplement que vous, pour le coup, ça répondra pas à votre besoin. Voilà pour ces questions et ces critères de discrimination qui sont interdits par la loi. Les mises en situation pratiques, hein, dans le déroulé chronologique de l'entretien, je vous propose également de faire une petite mise en situation pratique. Alors là, je vous ai donné un scénario, mais vous vous approprierez celui qui vous va bien, celui qui vous parle, celui sur lequel vous avez envie de challenger le candidat. Là, en l'espèce, c'est un assistant dentaire qui doit préparer une salle pour un détartrage et un contrôle de carie. Donc, il doit le faire, hein, c'est-à-dire qu'il doit à la fois vous dire ce qu'il fait et puis il peut aussi jouer le rôle. Si vous êtes dans la salle et que vous n'avez pas de patient à ce moment-là. Le candidat, il va décrire ses actions pour la préparation, l'accueil, etc. Et vous postez en situation d'observation. Vous allez, pour le coup, observer le sens de l'accueil, ce qu'il fait, dans quel ordre pour préparer. Est-ce qu'il anticipe vos besoins éventuels? Est-ce qu'il est fluide dans sa communication? Et puis après, vous pouvez avoir préparé trois petites questions d'analyse sur comment est-ce qu'il gère ses priorités. S'il y a un imprévu, un patient entre furibond dans le cabinet, comment est-ce que vous le gérez, etc., etc. Et c'est des choses qu'on ne pense pas forcément à faire, ces petites mises en situation pratiques, mais qui pourtant permettent vraiment de donner un éclairage complémentaire à quelqu'un qui répondrait de manière assez entraînée à des questions. Il y a des gens qui sont très 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 bons en entretien et qui sont excessivement bien préparés. La mise en situation, ça permet vraiment de donner un autre éclairage. Sur la phase de questions des candidats, vous leur laissez la parole, vous leur laissez la main. Si le candidat n'a pas de questions, c'est pas grave. C'est pas du tout rédhibitoire, ça veut pas dire qu'il s'intéresse pas. Ça peut vouloir dire 2 choses. La première, c'est que votre annonce était excessivement précise sur les modalités du contrat, les horaires, etc. Et puis la deuxième, c'est que vous avez tout bien complété pendant la phase d'entretien et qu'il a toutes ses réponses. C'est pas grave sur le principe. Pour autant,
pour ceux qui en auraient, ils peuvent vous poser des questions sur le poste, l'organisation, hein, la journée type, nombre de patients quotidiens, est-ce qu'il y a un binôme, est-ce qu'il y a une rotation, combien de collègues il peut s'attendre à avoir. Sur l'intégration et la formation, ben, est-ce qu'il y a une période de formation qui a été prévue dans le cabinet? Est-ce qu'il va être accompagné ou pas? Est-ce que, il aura à terme des possibilités de continuer à se former? Et puis après, ben, sur les conditions de travail, les horaires, est-ce qu'il y a du travail du week-end? Est-ce que c'est un temps partiel, un temps plein? Est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution? On va dire que normalement, les 3 premières questions, vous y avez largement répondu à la fois dans la phase d'annonce et également dans la phase d'entretien. La conclusion de l'entretien, bon, vous remerciez bien sûr le candidat pour le temps qu'il vous a consacré. Donnez-lui un calendrier sur bah, le processus de recrutement, de lui dire, bon, écoutez, voilà, moi j'ai reçu beaucoup de CV, j'en ai sélectionné 3 ou 4, vous êtes le 2e candidat que je reçois, je vais me laisser la fin de semaine ou la fin de quinzaine pour recevoir les 2 autres, et puis je pense être en mesure de vous recontacter pour vous donner une réponse à intervalle de, c'est vous qui définissez, 3 jours, une semaine, en tout cas pour projeter le candidat. Lui préciser par quel biais vous allez le recontacter, hein, soit par téléphone, soit par mail. En tout cas, quelle que soit la décision que vous prenez, bien sûr, de lui dire que vous prendrez contact avec lui. Et puis, de lui proposer, si dans l'intervalle, il a des questions qui lui viennent, de ne pas hésiter à reprendre contact avec vous, hein, préférentiellement par mail. Ça vous évite, enfin, en tout cas, si c'est par téléphone, de lui préciser les horaires auxquels vous êtes plus facilement joignable. Une fois que vous avez reçu tous vos candidats, que vous avez complété vos grilles d'entretien sur la base du déroulé qu'on a vu, là, je vous propose à nouveau un scoring pour évaluer les candidats. Donc, l'évaluation des candidats, pour le coup, là, je vous ai mis un certain nombre de critères avec des pondérations. Encore une fois, c'est à titre d'exemple, le score pondéré devant totaliser 100%. On accordera 20% pardon, sur le diplôme et la formation, 25 sur l'expérience, 20 sur les compétences, 20 sur le savoir-être, 15 sur la motivation. Et puis ensuite, pour chaque candidat, vous allez donner des scores. Donc le candidat 1, là vous aurez compris, hein, la méthodologie, aura obtenu un score pondéré de 3,9, le deuxième, le troisième, et comme ça vous permet de manière objective sur toutes les dimensions d'aller sélectionner le candidat auquel, en première intention, vous allez faire une réponse positive. Vous aurez pris soin au préalable quand même de vous assurer de la bonne disponibilité du candidat à la date qui vous arrange, hein. C'est-à-dire que là, pour le coup, enfin la date qui vous arrange, qui vous convient, c'est important que ceux qui vous disent moi je ne sais pas quand, ou j'ai un préavis, ou je peux peut-être négocier, voilà, il faut qu'ils soient certains de pouvoir rejoindre vos équipes dans le délai qui vous convient. Une fois que vous avez, pour le coup, déterminé le score, les scores de chaque candidat, vous pouvez, pour le coup, procéder pour chacun, en tout cas pour celui que vous aurez privilégié, vous pourrez, je vous invite à faire les vérifications essentielles. Donc là, vous le disiez tout à l'heure sur les aspects de diplôme, c'est important de vérifier systématiquement les diplômes qui vous sont adressés. Si vous avez un doute sur la véracité du diplôme, vous pouvez appeler l'école qui vous confirmera ou non les informations. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre 2 ou 3 références auprès des anciens employeurs. Vous avez tout à fait le droit de le faire. Vous pouvez l'aborder d'ailleurs pendant la phase d'entretien en demandant aux candidats s'ils vous autorisent à prendre des références et des contacts auprès des anciens employeurs. Évidemment, à 99%, ils vous diront oui, bien sûr. Pour ceux qui vous diraient non, ça peut interroger et en tout cas constituer un signal d'alerte. Bon, en tout cas, sachez que ça vous prendra peu de temps, hein, en principe, et je vous en proposerai un déroulé. C'est 15 minutes à peu près l'appel sur un contrôle de référence.
Donc, sur le guide du contrôle de référence, vous faites une petite intro, hein, donc vous présentez bien sûr, vous précisez le nom de la personne pour laquelle vous vous appelez, et puis vous allez poser quelques questions sur sa fonction, sur sa fiabilité, sa ponctualité, notamment, et puis sur On a un petit bug, Aurélie? vous assurer, et puis Oui, c'est ensuite, revenu. Ah, ah, voilà. Il y avait eu un je- petit bug de mon côté, en tout cas. vous Oui, m'avez ça avait perdu. bugué pour tout le monde? Oui. D'accord. Alors, je reprends sur le Parlé article. au moment d'appeler en disant qu'on avait l'autorisation d'appeler l'ex-employeur. D'accord. Pardon, décidément, la technique ce soir. Oui, donc je vous disais, vous demandez au candidat si il vous autorise à appeler ses anciens employeurs. Ce que je vous disais, c'est que 99% des candidats vous diront oui volontiers, même certains vous donneront des références avec des noms et des numéros de téléphone, hein, voire des numéros de téléphone. Le 1% de candidats qui vous dira, qui refuse le contrôle auprès des anciens employeurs, ça peut quand même constituer un signal d'alerte important. En tout cas, lorsque vous allez procéder à cet appel, vous vous présentez bien sûr, vous précisez que le candidat vous a mentionné comme référence, enfin l'a mentionné comme référence, et puis vous avez 4 questions clés à poser, hein. La fonction du candidat, la fiabilité, la ponctualité de la personne, les principales missions, les principales qualités professionnelles, et puis est-ce que la personne a des réserves sur sa candidature? Une fois que vous avez balayé ces questions clés, la conclusion, la dernière question que vous pouvez poser et qui est vraiment là pour le coup, je pense, finira de vous convaincre, hein, si c'est positif ou à contrario si ça ne l'est pas, demandez-lui si il la réengagerait si l'occasion se présentait. Donc le contrôle de référence, hein, 15 minutes, pas plus. Euh, Ça peut donner vraiment un complément d'éclairage intéressant. Très sincèrement, si vous avez validé tous les aspects de diplôme, d'expérience, les mises en situation qui vous donnent un autre éclairage et le contrôle de référence, on va dire qu'en principe, vous avez quand même un candidat qui à 90% doit satisfaire à vos attentes. Je m'interromps sur la partie, avant d'attaquer la partie 4. Alors, moi, je vais poser une question sur les Oui, questions à ne pas poser ou c'était sur la question dans nos domaines qui peut être sur la vaccination obligatoire, les vaccinations professionnelles. Est-ce qu'on peut poser la question ou pas ou est-ce que c'est des choses qui seront intégrées et préciser que lors de l'entretien d'embauche, il y aura enfin, il y aura un examen médical d'embauche par la médecine du travail. Est-ce que cette question peut être posée à l'entretien ou pas du tout? oui, parce que là, pour le coup, on n'est pas sur l'état de santé, on est sur des prérequis essentiels dans les métiers de la santé. C'est vrai que pour le coup, moi, quand j'adresse les promesses d'embauche aux candidats, je mentionne le fait qu'il faille la copie du carnet de vaccination, hein, pour toutes les personnes qui sont en contact avec les patients, et également la preuve d'immunité pour l'hépatite, des choses qui sont de toute façon vérifiées par la médecine du travail lors de l'entretien d'embauche. Donc, vous pouvez tout à fait, en entretien, non pas poser la question de l'état de santé ou du pour ou contre le vaccin, mais de disposez-vous bien de toutes les vaccinations obligatoires à la profession, à l'exercice de la profession. Et Béatrice? Oui, moi je reviens, pareil Pascal, je reviens un petit peu sur les questions à pas poser, notamment la notion de grossesse potentielle. Et comme je suis une femme, j'ai le droit d'en parler en plus. Donc, sans aucune a priori. Euh, Mm. c'est assez délicat et je l'ai vu, ça, ben,
soit que la personne était déjà enceinte ou au début d'une grossesse, mais le projet d'enfant était, je veux dire, en cours dans le couple, Mhm. compatibilisé et autres, et se retrouver avec une embauche et 6 mois après avec un arrêt maternité. Donc, c'est assez délicat, effectivement. Est-ce qu'il y a un moyen légal, poli, et indirect de sonder un peu ça? Un moyen légal, non. Euh, un moyen. euh, alors en fait, je vais vous dire, enfin, si vraiment vous voulez vous assurer de ça et que si la personne a un projet d'enfance, que ce soit quelque chose de rédhibitoire pour vous, euh, vous pourrez toujours poser la question euh, de manière un peu détournée. C'est c'est subtil parce que même si vous dites et sans indiscrétion, est-ce que vous avez déjà des enfants ou projet d'en avoir, vous êtes dans les questions discriminantes. Le fait est que si vous posez une question discriminante, vous n'allez pas partir en prison, c'est une certitude. Par contre, le risque que vous encourez, c'est que la personne qui sera reçue en entretien considère que sa candidature a été discriminée au motif du fait que vous lui avez posé la question, qu'elle vous a répondu qu'elle avait un projet d'enfant, que c'est pour ça que vous ne l'avez pas recruté et éventuellement entamer une action prud'homale. Bon, franchement, en 20 ans de carrière, je ne l'ai jamais vu. Pour autant, moi, je me dois de vous dire que bah, sur le principe, c'est discriminant. Maintenant, je ne peux pas vous empêcher de la poser. Quand vous êtes en situation d'entretien, vous faites ce que vous voulez, vous prenez le risque si vous voulez, parce que si c'est vraiment important pour vous et que vous avez besoin de le savoir, mais pour autant, sachez bien que quelqu'un qui veut décrocher un CDI, même si elle a 25 ans et qu'elle vous dit que, elle a absolument aucun projet d'enfant, bah, malheureusement, vous serez jamais à l'abri. La seule précaution que vous pouvez prendre, c'est de recruter une femme qui a plus de 45. Voilà, on peut se dire ça. Oui, moi j'ai testé le 35 et il y a eu bébé surprise. Donc, Ah oui. Bah oui, bah oui, bah oui. Ouais, mais bon, ouais, ouais. dans la même veine, je suppose qu'on n'a pas le droit de demander si elle a eu des arrêts de travail précédemment. Absolument pas. On D'accord. peut pas faire ça. Ok. Non. Non, Non, mais je par pose des contre, questions, je pose des mauvaises questions exprès. non, non, mais vous faites bien. Par contre, ça, c'est des choses que vous allez pouvoir vérifier auprès des anciens employeurs quand vous allez faire les contrôles de référence. De demander la ponctualité, le présentéisme. Hein, ça cible pas l'arrêt maladie symptomatique sur tous les ponts de mai, mais ça donne quand même une indication sur le sérieux de la personne et son présentéisme. On n'a pas d'autres questions à l'oral ou main levée. Il y a des petites questions sur le chat. On a la question de Christian sur la capacité à s'exprimer en langue étrangère, et notamment sur les cabinets frontaliers. Est-ce que c'est réellement un critère discriminant ou est-ce que ça apparaissait dans les 25 questions à pas poser, je crois. C'est Enfin, pas j'ai pas bien discriminant, vérifié. mais non, en fait, c'est pas discriminant, mais par contre, si effectivement vous êtes sur des zones frontalières, bah, pour le coup, c'est des choses que vous allez prioritairement rechercher, c'est-à-dire que la personne qui est bilingue, trilingue, aura des atouts par rapport à un candidat qui ne l'a pas, qui n'est que monolingue. Monolingue. Tout de même, ça sera souvent précisé par le candidat sur le CV, ce genre de choses. Oui, oui. Après, bon, il y a On des peut gens qui vous disent préciser. qu'ils sont bilingues anglais, et puis dans les faits, Ouais, bon. Mais ouais, c'est oui. compliqué. Mm. Mais J'ai une ça, les mises question en de situation peuvent servir pour le coup. Ouais, mais il faut que le praticien parle anglais aussi, ce qui peut être compliqué pour Tout à certains. fait. Tout à fait. On a une question de Frédéric Lémile. Faut-il éliminer les candidats qui expriment de vouloir réaliser des examens médicaux, c'est-à-dire d'aller au-delà des compétences ou de faire des actes non autorisés, si je traduis peut-être? Euh, Moi, je vais avoir la réponse, mais Oui, bah alors spontanément, moi je vous dirais effectivement que c'est pas requis, c'est-à-dire que elle risque, si c'est vraiment ce qu'elle recherche, elle risque d'être déçue parce que comme c'est pas ce qui est autorisé de faire, normalement, elle est pas censée le faire, quoi. Docteur Palop, je sais pas si ça rejoint la réponse que vous alliez c'est ça, c'est-à-dire que globalement, faire. si le cabinet décide d'engager une assistante pour faire des actes qu'elle n'a pas le droit de faire, aujourd'hui, on sait que dans la profession, il y en a certains qui ont tendance à vouloir. Alors, c'est pas ça. Ah non, des examens en milieu Ah, hospitalier. d'accord, j'avais pas compris. Mais c'est la question que avec Béatrice, c'est est-ce qu'on peut poser des questions sur l'état de, c'est revenir à poser des questions sur l'état de santé.
Ah oui, mais alors là, pour le coup, si c'est elle qui exprime le fait de réaliser des examens médicaux, dans la réponse que vous formulerez, c'est, bah, écoutez, vous pourrez réaliser vos examens médicaux pendant votre temps personnel sans difficulté. Si toutefois vous aviez besoin de vous absenter pendant votre temps de travail, vous devrez nous produire des justificatifs d'absence à ce titre. Bon, ça vous donne quand même, vous, une indication sur le fait qu'elle a peut-être des problèmes de santé. Et bon, après, ça, c'est à votre appréciation, hein, mais effectivement, c'est pas discriminant parce que c'est pas vous qui posez la question. On a une question d'Arnais sur le délai pour poster l'annonce. C'est vrai qu'on l'a pas forcément posé au tout début, c'est-à-dire le point de départ, c'est combien de temps il faut prévoir en amont d'un recrutement. Là, il propose pour un cabinet qui ouvre en novembre. Quand est-ce qu'il faudrait poster l'annonce? Bah alors, le cabinet qui ouvre en novembre, sur les postes de secrétaire où concrètement il y a un mois de préavis, on va se dire que si vous voulez toucher des personnes qui sont en poste et qui du coup voudraient rejoindre votre équipe en démissionnant d'un précédent emploi, sur novembre, on va dire que septembre, il faut passer l'annonce, 15 septembre, fin de la diffusion d'annonce, mi-septembre jusqu'à fin septembre, les entretiens, pour pouvoir valablement faire une promesse d'embauche toute fin septembre, début octobre. Si vous êtes sur du recrutement d'assistants médicaux, de mémoire, le délai de préavis pour quelqu'un qui part, c'est 2 mois. Là, pour le coup, il faut anticiper d'un mois précédent, donc commencer à diffuser en août. Peut-être en juillet, parce que août n'est pas forcément un mois porteur. Août, c'est pas forcément... Oui, encore que. Je voulais Ouais. juste amender la chose, c'est que le délai de préavis peut être réduit à 10 jours il y a une promesse d'embauche derrière. Oui, pour quelqu'un qui est déjà, qui est pas encore en CDI. Pour quelqu'un qui est sur un poste et il faut savoir que si vous faites une promesse d'embauche, elle peut être disponible sous 10 jours. Je vais Mais présenter quelqu'un qui Béatrice serait... parce que je vais présenter Oui, Béatrice parce on l'a pas connue. Béatrice, c'est notre responsable au niveau du syndicat de tout ce qui est négociation conventionnelle et paritarisme d'accord. justement les assistantes dentaires et la négociation de la convention collective des assistantes dentaires. Donc, Oui, donc ça doit elle être très maîtrise pas. spécifique à votre convention collective alors, pour le Voilà, coup. C'est lié à la voilà. convention collective. Donc, si vous recevez quelqu'un qui est déjà en poste en CDI chez un confrère et que cette personne, vous souhaitez l'embaucher, sachez qu'elle peut réduire son préavis de 2 mois à 10 jours si à ce moment-là, vous lui fournissez une promesse d'embauche qu'elle fournit à son employeur. Et donc, à ce moment-là, elle peut être disponible au bout de 10 jours. C'est facilitant pour les nouveaux employeurs, mais c'est dur hein, pour les anciens. Voilà. Ouais. Il y a un gros Euh, turnover dans c'est- la profession. Ah oui, enfin, franchement, c'est pas facilitant 10 jours de préavis hein, pour le coup. C'est Du coup, dur. on a travaillé, puis on a travaillé ça parce que donc il y avait eu une proposition qui a été faite de passer à un mois, au moins, pour Oui, protéger ce qui... l'un et Oui, l'autre. oui. Mais du coup, Mm. il y a quand même un temps de Incompressible de qui un est, mois, quoi. qui est réduit quand même. Mm. Ouais. Donc, en Ensuite, je fonction sais de pas ces si tu as la données-là, réponse. voilà. Oui, pardon. Parce que la question, c'est savoir, c'est que pour les assistants dentaires ou aussi pour les secrétaires médicales engagés dans les cabinets Assistante. dentaires? Non, non, assistante. Que pour l'assistante? Mhm, Donc, la secrétaire, elle reste soumise à un délai de préavis de 1 mois. mhm. Voilà. Donc c'était juste un aparté. J'avais une autre question sur le bout de la langue, Merci. mais enfin, elle est partie, donc elle reviendra peut-être tout à l'heure. Elle reviendra peut-être. OK. Vous avez d'autres questions sur le chat ou on peut passer à l'étape numéro 4? Eh ben, je pense que c'est parti pour l'étape 4. Allez, alors la dernière partie, qui n'est pas la moins importante hein, du processus de recrutement, c'est la partie intégration et suivi parce que pour le coup, il y a un certain nombre d'étapes à prévoir et qui vous permettront d'avoir un accueil de la personne que vous allez intégrer dans votre équipe et un accueil et un suivi qui vont vous permettre de verrouiller un certain nombre de choses pour entériner justement ce recrutement. Déjà une phase préparatoire avant l'arrivée.
L'idée, c'est que vous puissiez préparer le poste de travail. Alors, a fortiori, quand c'est un poste de secrétariat où ça nécessite un espace de travail, des équipements, un ordinateur, également la configuration d'accès informatique pour que puissent être créés en amont de l'arrivée les comptes utilisateurs nécessaires, les droits d'accès, etc. C'est vrai que c'est toujours assez désagréable pour une personne d'arriver sur un poste où on a encore les logins des deux personnes précédentes parties. Essayer de personnaliser pour que la personne se sente accueillie et attendue. Prévoyez aussi un planning d'intégration. On va un petit peu voir en quoi il consiste avec un certain nombre d'étapes tout au long des premières semaines. Et puis prenez le temps avant l'arrivée du collaborateur, bien sûr, mais je suis convaincue que vous le faites, d'informer l'ensemble de votre équipe. Le premier jour, prévoyez un petit temps d'accueil personnalisé pour que la personne, donc le salarié désormais, puis le candidat, se sente accueilli. Si vous ne l'avez pas fait lors de la phase d'entretien, vous pouvez prévoir une visite des locaux, des matériels que vous utilisez, des espaces communs, la présentation de l'équipe avec pourquoi pas un petit déjeuner, c'est quelque chose qui est plutôt convivial. Et puis, prévoyez également de constituer un petit livret d'accueil, en tout cas une petite pochette dans laquelle vous mettrez les informations essentielles qui concernent le cabinet. Au cours de la première semaine, c'est un calendrier qui est un peu indicatif, mais c'est pour vous indiquer les étapes qu'il convient de prévoir. En gros, la personne va passer 2 jours sur l'appropriation de tout ce qui est protocole spécifique à votre cabinet. Sur 2 autres journées, la formation, le cas échéant, au logiciel dentaire, de prise de rendez-vous. La dernière journée, une phase d'observation de soins et puis d'assistante progressive. Et puis en fin de semaine, vous prendrez le temps de faire un petit entretien de suivi pour recueillir les premières impressions de la personne sur sa première semaine de contrat. Le premier mois, prévoyez de donner des missions de manière progressive. Vous devez augmenter graduellement l'autonomie, les responsabilités que vous allez confier à la personne. N'hésitez pas à lui faire des retours réguliers sur des points hebdomadaires, par exemple, au cours du premier mois. Éventuellement, vous y ferez des ajustements. C'est dans cet espace de discussion-là que vous pourrez identifier éventuellement un complément de formation nécessaire. Et puis, vous réaliserez à l'issue du premier mois un bilan après les 4 semaines que le salarié aura passé sur le poste. La période d'essai, donc là pour le coup, vous aurez un entretien semaine 1 au cours duquel vous allez vérifier l'adaptation initiale, vous ferez du feedback continu, on l'a vu, prévoyez l'évaluation de mi-période. En précisant, et quand je dis suivi de la période d'essai, c'est qu'il faut vraiment que vous vous astreigniez à prendre des notes pour justement voir ce que sont les points forts, ce que la personne doit encore acquérir, parce que justement, cette période d'essai, en théorie, elle est censée servir à évaluer l'acquisition des compétences. Et si au fur et à mesure des points que vous ferez avec la personne, finalement, vous vous apercevez qu'il y a toujours beaucoup d'axes d'amélioration, ce sera peut-être malheureusement signe que la personne n'est pas en adéquation au niveau, en tout cas, des attentes du poste. Et puis, à l'issue de la période d'essai, à la fin de la période d'essai, prenez le temps aussi de faire un entretien de confirmation pour indiquer au candidat qu'il a été retenu sur le poste de manière définitive et pérenne. Et puis après, vous pouvez lui donner un peu de visibilité sur la suite de son parcours et sur éventuellement des objectifs que vous lui fixerez. Donc l'intégration réussie, pour résumer, c'est un candidat qui a été confirmé dans son poste. Vous avez donc valorisé tous les acquis qu'il a pu s'approprier et vous avez officialisé l'embauche définitive, à la fois auprès du candidat et puis également de l'équipe. C'est un candidat qui, pour le coup, aura développé une complète autonomie en termes de responsabilité et de compétences. Et puis, c'est un candidat auquel vous pourrez ensuite proposer de continuer à se former puisqu'il a rejoint l'équipe et le cabinet de manière définitive et pérenne en indiquant qu'il pourra participer s'il le souhaite et si vous le faites, bien sûr, à des congrès, à des formations, à des visios, etc., etc. Ça, c'est pour donner un peu de prospective à la personne.
Voilà, cette partie était un tout petit peu plus courte. J'en arrive à la fin de ma présentation, mais je vous redonne la parole pour les questions s'il y en a encore. On a une J'en question, vois. je pense, qui devait être enfin, qui fait un partie 3. Est-ce que, alors, bien, elle a disparu. Voilà. Est-ce qu'il est possible de faire passer une demi-journée de test au dernier candidat sélectionné? Et si oui, quelles sont les modalités? Alors, si vous souhaitez mettre en situation réelle d'exercice des candidats, sur le principe, il faut que ce soit conditionné par la signature d'un contrat de travail, même court, même un CDD, mais pour le coup en termes assurantiels, d'accident du travail notamment, entre autres, hein, il faut que la personne soit couverte par un contrat de travail. Si toutefois vous souhaitez visualiser le candidat dans votre environnement, vous pouvez tout à fait lui demander de venir passer 1 ou 2 heures d'observation, mais là, on sera dans l'observation et on ne sera pas dans le faire, parce que pour le coup, faire nécessite qu'il ait des interactions avec vous, avec les patients, et donc encore une fois, en termes assurantiels, c'est pas requis s'il n'est pas couvert par un contrat de travail. Enfin, En tout cas, c'est ce que moi je pratique. Et un contrat de travail d'une demi-journée, ça se trouve? Ah oui, ça se fait. Enfin, ça se Ça rédige, se, quoi. ça se rédige? Ok. Mm, mm. Alors, Béatrice met des choses sur le forum. Je pense que c'est en rapport avec je vois pas, j'ai un écran trop petit Oui, là. c'est Euh, l'évolution du coup du délai de préavis, voilà. du Le préavis. préavis. Donc, vous allez dans la convention collective, je vous ai mis le lien, vous tombez directement sur toutes les conditions. J'ai- j'ai- Est-ce que tout le monde sait Moi, ce que j'avais c'est une une question. convention Vas-y. collective? Sur la période d'essai, et la tenue de travail qu'on doit fournir, est-ce Mhm. qu'il peut y avoir une tenue de travail provisoire et puis une tenue de travail qui sera validée une fois la période d'essai, notamment avec une Bien blouse sûr, personnalisée, ce genre de choses, bien sûr, ou bien sûr. Oui, oui, oui. Enfin, après, vous avez effectivement la latitude de proposer une tenue qui soit temporaire, bien sûr. Hum. d'ailleurs, pour tout ce qui va être, à quel moment se passent les demandes, je sais rien, de taille, de pointure pour les chaussures, tout ça, à quel moment c'est au moment de la formalisation du contrat? C'est au moment de la formalisation du contrat, quand vous allez demander au candidat de vous fournir l'ensemble des éléments administratifs, carte d'identité, diplôme si vous ne l'avez pas déjà demandé, carte de sécu, etc. Là, vous précisez aussi à la personne de vous indiquer la taille, la pointure, etc. Tout à fait. Ça fait partie des questions interdites. En évitant les questions interdites. Tout à fait. Qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous... Alors, pardon, il faut que je remette le chat. Voilà. Moi, je ne vois pas d'autres questions. Moi, en tout cas, j'ai trouvé la présentation très très claire. Très didactique. Ah, il y a une autre... Très Ah, structurant. Bon, ça revient à ce que vous dites. en tout cas, merci beaucoup. Vraiment, j'ai trouvé la présentation très claire, très didactique. Et je comprends pourquoi il n'y a pas de questions. Il n'y a pas besoin de les poser. Il y a tout dedans. J'ai vraiment, pour moi, ça répond à l'objectif de ce qu'on avait demandé. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous. Merci à tous Euh, les participants. donc, s'il n'y a pas d'autres questions, ben, on va pouvoir conclure. Nous, on a prévu un prochain webinaire le 24 septembre, le 25 septembre 2025 sur le sujet, c'est sur l'acquisition des murs professionnels. Voilà, vous recevrez comme pour celui-là une invitation à participer à ce prochain webinaire. Euh, pour l'instant, on n'a pas parlé sur ce webinaire recrutement, mais peut-être que ça pourra faire l'objet d'une autre présentation. Moi, j'ai trouvé ça très très intéressant. Euh, donc voilà, merci beaucoup. Merci à tous et puis très bonne soirée. Merci, bonne Merci. soirée Au et revoir. merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir.